Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel aparté. On est vraiment ravis de vous retrouver ce vendredi matin pour aborder la question des formes émergentes de leadership. Un petit mot en introduction avant qu'on se lance dans le vif du sujet. D'abord, un grand merci, Eva, d'avoir accepté d'animer et de partager votre expertise, votre expérience sur ce sujet-là. C'est un aparté qui s'ancre dans une programmation qui est un peu spéciale parce qu'elle est rattachée à un lieu. C'est pour ça qu'on les a appelés les apartés de l'étape. L'étape, c'est en fait l'espace de travail des agents publics. C'est le tout premier espace de coworking dédié aux agents publics. L'idée, c'est de pouvoir accueillir en plein cœur du 9e arrondissement à la fois des agents publics nomades qui ont besoin voilà, de poser leur ordinateur entre deux réunions pour pouvoir aussi s'économiser des temps de transport à rallonge, surtout en Île-de-France où ça peut vraiment impacter sa qualité de vie au travail. Des agents télétravailleurs qui n'ont pas forcément envie de ne travailler que de chez eux et qui souhaitent aussi retrouver un collectif de travail un peu différent, mais aussi stimulant, parce que du coup, on rencontre des administrations qu'on n'avait pas l'occasion de croiser, soit dans ses missions ou dans sa vie administrative. Et puis enfin, des équipes projets, puisqu'on a au cœur de l'étape, on a un étage créatif qui permet en fait d'accueillir des équipes, qu'elles soient interministérielles ou non, qui ont besoin d'un espace neutre, qui ne soit pas leur administration, pour faire avancer leurs projets sur une durée plus ou moins longue et qui ont souvent besoin d'un espace qui soit modulable pour faire par exemple plusieurs ateliers et créatifs. Donc, c'est tous ces publics qu'on va pouvoir recevoir à l'étape. On est dans des circonstances un petit peu particulières. Je pense que personne ne l'ignore en ce moment. Donc, malheureusement, l'étape à porte close, mais on espère vraiment pouvoir réouvrir très vite et vous réaccueillir. En attendant, il est toujours possible de s'inscrire sur notre plateforme pour créer votre compte. C'est une plateforme de réservation qui vous permet de visualiser les espaces qui sont disponibles et de les réserver et puis d'obtenir son code d'accès. Mais c'est aussi une plateforme qui permet d'échanger avec tous les autres coworkers qui viennent de plein d'administrations différentes, de toutes les fonctions publiques. Et en ces temps où finalement, voilà, ces périodes d'échange, de partage sont parfois un petit peu limitées, ça peut être intéressant aussi d'utiliser cette plateforme en tant que telle, surtout que c'est a priori des gens qui partagent des envies et notamment voilà, des envies peut-être de travailler ou de manière différente ou d'impulser de nouveaux modes de travail. Donc, je pense que ça doit être intéressant de faire naître des échanges et peut-être des synergies sur cette plateforme. Voilà, j'ai déjà été très longue. Je vais passer la main aujourd'hui à Laurent Briouat, qui sera notre animateur et notre monsieur loyal de cet aparté. Oui, bonjour à tous. Laurent Briouat, je suis conseiller en organisation du travail à la préfecture de région Île-de-France au sein de la mission Innovation Réforme qui porte l'étape et puis donc collègue et heureux collègue de Marine. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver pour cet aparté, ce nouvel aparté, au cours duquel l'idée c'est d'aborder effectivement la question du leadership et puis interroger un peu ce concept, sachant que c'est quand même un concept qui est important aujourd'hui, tant au niveau, enfin c'est à la fois important et structurant parce que on est quand même dans des temps troublés, dans des périodes qui évoluent et complexes. Et c'est vrai que l'idée de pouvoir garder un cap ou donner un cap est quelque chose qui est très important. Et du coup, aujourd'hui, la question légitime qu'on peut poser effectivement au leadership, c'est est-ce que le leadership hérité tel qu'on le connaissait avant est toujours adapté à nos organisations ou est-ce qu'il y a de nouvelles formes émergentes qui apparaissent ou qu'on devrait faire apparaître pour permettre effectivement de donner peut-être un nouveau souffle ou une autre direction, peut-être plus en raccord avec la société actuelle. Et du coup, ça pose aussi la question, parce que ça a été un débat en interne, on utilise souvent le leadership comme une généralité, donc au masculin, alors que Eva, qui va faire la présentation, elle l'utilise au pluriel, un peu sur le mode anglo-saxon. Et c'est vrai qu'il y a une vraie question autour de la pluralité, excusez-moi, des leaderships. Et donc, pour animer ce débat, nous allons accueillir, et c'est vraiment à la fois un grand honneur et une grande joie de t'accueillir, Eva Madsan.
qui elle-même a un parcours qui est très pluriel. Alors, je cite dans le désordre, tu as été formé à l'économie, tu es manager, coach, analyste, chargé d'enseignement, conférencière. Alors, un truc que j'ai adoré, c'est consultante écosystémicienne. Moi, voilà, je fais comme ça pour le terme. Et puis, surtout, effectivement, tu t'es intéressé à l'écosystémie et tu revisites un peu le leadership au regard de l'écosystémie. Donc, du coup, voilà, je vais te laisser la parole. Je rappelle effectivement que les apartés, c'est quelque chose de très interactif. Donc, du coup, n'hésitez pas dans la conversation à mettre vos réactions, vos questions. On les transmettra au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, si vous avez des expériences à échanger, l'objectif est effectivement, à un moment donné, de passer d'un stade présentation à un stade interaction entre nous. Eva, encore merci pour ta présence. À vous tous, merci pour votre présence également. Et je te laisse la parole, Eva. Merci à toi. Et voilà, je coupe mon micro pour t'écouter. Bon, moi, mon micro est ouvert. Je pense que vous m'entendez bien. Voilà, mais bonjour à chacun de vous et merci de participer à cette expérience. Donc, je vais me fonder, en entendant Laurent, je me disais, oui, j'ai préparé une petite présentation et je me dis c'est une sorte de piste d'atterrissage parce que dès qu'on lance ce type d'échange, que ce soit conférence, un atelier, un groupe de pratique, c'est comme un décollage et on s'emballe un petit peu. Et donc, je vais prendre un petit peu aussi de temps comme ça de parole pour dire à ma façon de quoi je vais vous parler et comment je l'articule, mais on va atterrir un petit peu tous aussi sur cette présentation qui va peut-être en effet nous re-ancrer un petit peu. Et ensuite, on reprendra une partie échange qui est en effet la partie la plus importante dans un temps très contraint pour moi, mais il me semble important qu'on sache de quoi on parle, parce que c'est ça le risque qu'on peut avoir aussi d'ouvrir un échange sur Internet. Ça peut beaucoup se disperser. Pour nous, ça peut nous arranger, mais on a quand même aussi un cadre plus large qui a été mentionné par Marine et par Laurent, et c'est respecter aussi les personnes qui vont consulter ensuite et qui vont s'intéresser au sujet. D'autre part, il y avait un nombre important d'inscrits. On sait que les gens ne sont pas forcément disponibles et puis gèrent vraiment au temps réel. Donc, il y avait quand même une quinzaine d'inscrits. Donc, je pense qu'eux aussi, ils vont vouloir avoir quelque chose de structuré, de construit. Donc, pour respecter ces différents cercles qui s'emboîtent les uns dans les autres, et puis l'avenir, ceux qui viendront consulter peut-être un jour pour dire, tiens, là, on commençait à parler leadership écosystémique, on va partir donc de cette base du document et ensuite faire un échange qui doit rester un petit peu rassemblé par rapport à ce point de départ, mais entre nous aussi. Voilà. Voilà, très bien. Donc, ça va dérouler pendant que je continue à poser quand même des éléments de base. Hein. Donc voilà, j'ai eu cette proposition justement lors d'un échange avec Laurent sur LinkedIn d'intervenir dans ce cadre. Au départ, je pensais à un thème de l'ordre de l'écosystémique, qui est mon thème de travail en ce moment. Et j'ai préféré faire un focus leadership. Je vais vous dire, le thème de l'écosystémie, c'est un thème que j'ai lancé il y a un certain temps, déjà 2 ans, avec un groupe de travail. Nous nous sommes posé la question de comment nous travaillons aujourd'hui en système humain et plus largement en système naturel, puisque c'est ce que nous souhaitons tous faire aujourd'hui, être beaucoup plus en équilibre aussi avec l'environnement et aussi dans les relations sociales. Donc, il y a un groupe de travail. Là, je suis seule pour aujourd'hui, mais je représente le travail de ce groupe. Et ensuite, le leadership, c'est mon travail de coach, mon travail d'analyste, c'est ce que je fais auprès des dirigeants. Donc, ce qui a été présenté rapidement par Laurent, en effet. Donc là, j'ai résumé mon parcours. J'interviens essentiellement, c'est vrai que je suis psychanalyste, mais j'interviens essentiellement auprès des professionnels, souvent à un niveau assez stratégique, auprès des dirigeants et auprès des équipes. Donc, le thème de leadership, je ne l'ai jamais vraiment adressé en tant que conférence, c'est une première, mais je l'adresse en permanence. Et c'est sur cette observation que j'ai eu envie de parler de ce thème parce que
c'est pareil, ça surgit parce que c'est vraiment en situation et en échange, vraiment qu'on travaille et qu'on collabore, ça surgit dans l'échange avec Laurent qu'il s'agit de formes émergentes. On avait envisagé de parler de pratiques de leadership écosystémique, ce ne sont pas des pratiques, ce sont des formes. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'observer quel est aujourd'hui notre écosystème et quelles sont les formes qui surgissent. Donc, bon, ça, c'est dans ma présentation, on l'a dit. Ce slide, ça vous résume rapidement un peu comment ça va évoluer. C'est juste pour que vous l'ayez en tête. Et ensuite, là, je vais parler comme ça me vient en quelque sorte. Et le déroulé va suivre à peu près mon parcours, mais ça va approfondir davantage. C'est-à-dire, c'est pour que vous voyez que les références que je cite ou les notions auxquelles je fais référence existent, sont là dans la présentation, qui ensuite complète la présentation comprend 25 slides. Hein. Donc, vous aurez un support très, très complet, mais on va s'arrêter aux 8 premiers juste pour poser les bases. Voilà, donc je vais démarrer. Donc, mon déroulé, c'est de partir de l'écosystème et de venir au leadership. On va fonctionner comme ça. Et de venir ensuite au très concret, à ce que vous souhaitez partager vous. Donc, quand on s'intéresse à l'écosystème, hein, c'est l'écosystème d'affaires qui a été étudié depuis les années 90. Hein, je parle bien sûr du XXe siècle. Hein. Cette notion d'écosystème d'affaires, elle n'est pas nouvelle. Elle ne date pas, enfin, il y avait déjà eu le traité de Rome, il y avait déjà eu des inquiétudes écologiques au niveau des entreprises à l'époque, bien sûr. Mais c'est sûr que ça s'est beaucoup accéléré dernièrement. Donc, pour ceux qui travaillent dans la systémique ou dans le domaine de ce type, que vous sachiez qu'on s'est intéressé aux écosystèmes d'affaires bien avant qu'il y ait une véritable inquiétude écologique. C'est cette notion comme quoi, lorsqu'on regarde des systèmes, des réseaux d'innovation, c'est pour ça que ça s'applique vraiment au digital, ces systèmes humains, d'activité humaine, prennent la forme d'un écosystème, se rapprochent de l'écosystème naturel. C'était ça le constat. C'est bien, il y a un écosystème d'affaires. C'est un Britannique, c'est James Moore, qui a fait ce parallèle. Hein. Sachant que, je rappelle aussi, je profite pour le dire, que le terme botanique écologique est aussi très récent, il date que de 1935. On s'intéresse à l'écologie depuis 1935, de façon gestion et écosystémie, et on s'intéresse à l'écosystème d'affaires peu de temps plus tard finalement. Ça a évolué avec le siècle et ça a été vraiment posé en 90. Alors pour le dire de façon plus résumée que dans les slides, il y a une école britannique qui a démarré, britannique, enfin je dirais plutôt anglo-saxonne. Il y a donc Moore qui a commencé, qui est un Britannique, mais il y a TIS aux États-Unis, donc, mais ça reste l'école anglo-saxonne, qui a démarré une controverse avec Moore. Donc, la réflexion sur l'écosystème d'affaires a surgi d'un échange entre des personnes qui réfléchissent au milieu des affaires comparé au milieu naturel. Ces personnes, elles vont constater quelque chose. Enfin, l'école anglo-saxonne de travail sur l'écosystémie, ce qu'elle va constater de principal, c'est que ce qui caractérise un écosystème d'affaires, c'est une coévolution. C'est une coévolution. Alors justement, c'est là que je marque la particularité de l'écosystémie vis-à-vis de la systémie que beaucoup d'entre nous connaissons lorsque nous intervenons dans l'organisation. La systémie s'intéresse aux liens, aux interactions dans un système défini. L'écosystème d'affaires, enfin mettre la notion d'écosystémie est quelque chose de plus subtil. Dans ces liens des interactions qu'on va traiter dans la systémie de façon assez efficace, on va dire, et en partie assez technicienne et mécanique, donc, si on le traite en écosystémie, on va aller dans le détail des rapports très subtils entre les acteurs. On ne s'intéresse pas aux compétences ou à regroupement ou à l'assemblage des compétences, mais on s'intéresse à l'évolution naturelle. Il y a des compétences qui surgissent et il y a aussi des compétences émotionnelles en quelque sorte, où il y a des liens qui se créent de sensibilité, pas forcément entre les fonctions, mais entre les personnes. C'est pour vous donner des images, pour que vous voyez qu'on se situe à un autre niveau quand on travaille quelque chose de l'ordre d'écosystème d'affaires. Si on prend l'exemple du digital, qui est un système d'innovation, et l'écosystème s'explique très bien l'innovation, c'est ça, c'est une idée, c'est une passion, c'est développer autour d'une passion, c'est trouver des partenariats parce que, tiens, on se complète. Vous voyez, c'est cette démarche très, très vivante. C'est vraiment ça qui caractérise l'écosystème d'affaires.
On va avancer au suivant. Voilà, c'est pas bloqué, c'est bien. Donc voilà, bon, ça c'est ce que je vous ai dit en gros. On peut passer aussi au suivant. Donc j'ai cité Mintzberg parce que c'est la référence pour l'émergence. Bon, mais vous le verrez. Alors, je voulais parler aussi de l'école française parce qu'il y a des développements là-dessus aussi en France et très intéressants, très importants, sont beaucoup regroupés dans la revue française de gestion. Mais tout à l'heure, on verra passer des références. Il y a aussi d'autres livres aussi qui sont accessibles. Parce ce qui est intéressant chez l'équipe française, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'ils ont fait un travail beaucoup plus approfondi de qu'est-ce qui différencie quand nous, on travaille en écosystémie en tant qu'humains, qu'est-ce qui nous différencie du milieu naturel, de comment la nature, les animaux, le végétal, comment eux, ils coopèrent. Donc, ils ont fait une analyse plus fine, au-delà de ce qu'on disait de la coévolution, c'est qu'est-ce qui fait que nous évoluons pas tout à fait comme le fait le système naturel naturellement. Donc, ils ont soulevé qu'il y a 3 liens que nous négligeons, alors que c'est ce qui est important dans le domaine de la systémie. Il y a 3 liens que nous négligeons complètement, des fois, et souvent, au moins partiellement, et qui sont fondamentaux. Le lien au milieu, donc ça on l'a vu, c'est tout ce qui est destruction, enfin tout ce qu'on essaie de rattraper aujourd'hui au niveau naturel, mais ce n'est pas que ça, on néglige aussi le lien au cadre, à nos cadres, à nos références, à nos propres références sociales, à nos références légales. Ça fait partie de la négligence humaine. Donc c'est non seulement des oublis ou des choses qu'on met de côté quand on travaille ensemble par rapport à la nature, à notre environnement, mais c'est un fonctionnement que nous avons. C'est comme si on se lançait dans quelque chose de trop abstrait, de trop théorique ou de trop concret, trop opérationnel, et on oublie le lien au milieu. On oublie le lien au temps dans le sens qu'il y a des cycles. Le métabolisme de la nature, on ne l'intègre pas forcément. On le voit bien quand on lance les projets, on va voir notre tempo, notre organisation, et on n'intègre pas. Il va y avoir, là par exemple, on a été pris de court par la crise sanitaire. Bien sûr, personne l'avait intégré dans ses plans. Personne. Ben, c'était quelque chose pourtant qui pouvait se produire. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été sujet à une épidémie, mais l'espèce humaine, nous sommes vulnérables et ça c'est toujours arrivé, les maladies, les infections. C'est juste qu'on a vécu une période d'accalmie. Donc, c'est comme si nous avions oublié qu'il y avait ça, qu'il y a des dépressions, il y a des creux, il y a des moments de développement et que ça fait partie des process. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on néglige. Et finalement, les liens entre les acteurs aussi. C'est paradoxal, mais on va être dans des logiques ou de compétition, de coopération, mais on n'est pas dans des logiques suffisamment souples, comme l'avaient souligné les Britanniques. On rentre facilement dans des choses, encore une fois, trop matérielles, trop opérationnelles. Pas assez. Ça avait été souligné par un des intervenants, j'ai oublié son nom, mais récemment, je l'ai regardé, c'est très intéressant, c'est qu'il faut savoir que la nature, ce n'est ni une jungle, ni une Arcadie, un espace idyllique, ni l'un ni l'autre. La nature, c'est un espace de négociation permanente. La nature, chaque espèce lutte pour sa survie, mais dans le respect parce qu'il lui faut. Les autres lui sont nécessaires, le cadre lui est nécessaire, les autres espèces autour lui sont nécessaires. Et ça, c'est très naturel. Dans la nature, c'est complètement, voilà, c'est biologique. Moi, j'appelle une biologique. Alors que nous, on est dans une logique de performance, de reconnaissance, chacun sa logique individuelle et collective. Et on perd complètement, finalement, le lien naturel entre les acteurs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important, je trouve. Retenir déjà le grand thème, la grande ambiance de la coévolution qui a été mise en exergue par les Britanniques et ces détails qui ont été étudiés particulièrement par l'école française. Moi, je trouve que c'est une réflexion très humaniste. Donc, si on déroule, voilà, vous avez les références, comme ça vous permet d'approfondir aussi bien des Britanniques que des Français. Ça, ce sont les ouvrages vraiment qui résument le mieux tout ce que j'ai pu vous dire. Et ensuite, voilà, c'est ce que je voulais, c'est que, voilà, une fois que je vous ai donné le cadre écosystémique pour qu'on puisse avoir la même base, il s'agit de mettre en face, enfin, je pensais que c'était une bonne base d'échange, le leadership et l'écosystémie. Et donc là, on peut constater, a priori, enfin, moi je l'ai fait très spontanément, en sortant des mots-clés et en reprenant des choses que j'ai dit par rapport à l'écosystémie. On peut constater une sorte de grand écart. Alors que non, les émergences vont venir en effet de comment on arrive à les faire se rejoindre.
Donc, si je les reprends, j'ai parlé à un écosystème est compétent par lui-même, il se régule. C'est un milieu, c'est un temps cycle, un temps réel, circulaire. Il est subsidiaire aussi, il s'appuie, il y a beaucoup de commensalisme, parasitisme, on a besoin des autres, on a besoin de respect. Et finalement, le naturel, et je souligne ça, c'est que vraiment étymologiquement, le mot naturel, ça veut dire venant de naître. Donc, le milieu naturel, il est en permanence, une sorte de vraiment émergence permanente, ça se régénère. Ce qui intéresse, c'est de renaître à chaque fois. C'est ça que ça veut dire, naturel. Et face à ça, on a quoi? On a le leader. Le leadership, c'est une compétence. Tout le monde ne peut pas forcément s'improviser leader, que ce soit dans un projet ou en management. C'est une compétence. Mais ça, cette notion de compétence, ça pose déjà quelque chose comme un acquis, plutôt que cet écosystème qui est compétent, qui tourne. Et le leadership, c'est aussi un pouvoir. C'est quand même un statut, une prise de pouvoir, quelque sorte. Même s'il n'y a pas une notion de management ou hiérarchique, c'est quand même celui qui a la vision, qui obtient l'adhésion, qui mène à la réalisation. Donc, on le vit comme une prise de pouvoir. Là où l'écosystème, c'est un milieu, ce sont des conditions. Ce sont des conditions de vie et de travail, ça travaille beaucoup en nature. Donc, il n'y a pas de pouvoir, c'est complètement libre, spontané, génération spontanée. Dans le leadership, il y a cette idée de projection vers l'avenir, objectif, qu'est-ce que je veux faire, matérialiser. Dans l'écosystème, on est à l'instant. On est dans cette circularité, mais dans le temps réel aussi. Chaque espèce, chaque individu s'adapte à conditions actuelles. Et les choses se passent petit à petit. Le leadership, il est ascendant dans le sens, je veux dire, progrès, tirer vers le haut. Vous voyez, il y a cette logique tendue en quelque sorte. L'écosystème, lui, il est circulaire. Si ce n'est pas le moment, il est plus itératif. On reviendra. Les choses vont évoluer, les conditions peuvent évoluer. Et le leadership, il y a une notion de dominance ou de trancher. Ce qu'on demande à un leader aussi, c'est de prendre des décisions, d'exercer son pouvoir, parce que c'est ça qu'on attend. L'écosystème est subsidiaire. Elle va s'appuyer souvent sur les plus faibles. C'est pas forcément dans un biotope, c'est pas forcément l'espèce la plus forte qui contribue le plus à un moment donné. Ça peut se jouer à des petites choses. On le voit jouer à le petit virus aussi. On l'a vu avec les personnels soignants, les personnels de propreté, par exemple. C'est ce qu'on a dit, l'émergence des personnes qui semblent être secondaires, subsidiaires, et qui prennent le devant de la scène et que les choses s'organisent autour de ça. Vous voyez, ça c'est quelque chose, enfin, c'est notre environnement actuellement qui est en train de nous faire modifier cette domination. Et finalement, souvent, le leadership se base sur un historique. Ça vient du passé, d'une connaissance qu'on a ou de l'expertise du leader. Il y a quelque chose du passé ou bien du futur. Tout ce qui est écosystème digital, c'est plutôt les technologies, c'est une projection vers l'avenir, vers des technologies. Donc, le leadership, il est là en train de s'appuyer sur des acquis ou développer des nouveaux points forts de développement. Alors que, comme je vous le disais, le naturel, il est sur ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Et comment on continue de vivre, en quelque sorte. Donc, vous voyez, ce thème, déjà, il résonne beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. On voit ce déplacement. Aujourd'hui, on est déjà beaucoup plus en écosystémique en leadership. On ne contrôle rien. C'est ce qu'on dit, l'incertitude. On a perdu la main. On attend les déclarations de Macron s'il est là, comme si les choses allaient se résoudre à chaque fois qu'il fait une intervention de télé. Non, ça, c'est vraiment une pensée magique. Il y a quelque chose qui est en train de nous pousser vers l'écosystémie et on se traîne nos vieilles habitudes de leader. Donc, c'est ça que je voulais ouvrir comme échange, sachant, comme je vous ai dit, il y a toute une réflexion qui a été faite avec un groupe que vous aurez dans la présentation, qu'on retrouvera peut-être partiellement, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre par rapport à ce que je viens de partager et, si possible, en tant qu'expérience, enfin, que vous parliez de vous et de comment ça résonne en vous ou comment vous avez commencé peut-être à le vivre, que ce soit le plus concret possible. Donc, merci de m'avoir écouté. Je ne suis pas trop longue. Voilà. Non, c'est bien. Est-ce qu'il y aurait une première... Oui, pour moi, c'est la question, effectivement. Enfin, pour vous, le leadership, qu'est-ce que ça incarne aujourd'hui, peut-être, pour lancer la discussion? C'est vrai que moi, ça incarne beaucoup ce que tu as décrit
dans ton déroulé sur la compétence, le progrès, enfin, la personne qui avance et qui fait avancer. Et l'écosystémie nous présente quelque chose où on peut avancer différemment, d'une manière, j'ai envie de dire, plus douce, au sens intégré dans un système global et non pas combattant et combatif. Je ne sais pas si d'autres personnes partagent ou ont des modèles de leaders un peu sous ce format-là. Oui, Marine. Alors, je ne sais pas si c'est un modèle de leader, mais en tout cas, j'ai aussi retenu de votre intervention que finalement, c'est parfois aussi les plus petits qui participent le plus et qui font le plus écosystème ou société. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les nouvelles formes d'invention des politiques publiques. Alors qu'on retrouve dans des labs, mais aussi dans une approche qui est plus design, de se dire qu'en fait, les bonnes idées, elles ne viennent pas forcément d'en haut. Elles sont souvent aussi pensées et plus à propos quand elles viennent d'en bas. Et je trouve que du coup, ça a pas mal résonné chez moi et dans ce que je peux voir de ce qui fonctionne aussi dans l'administration, de nouveaux mouvements en fait, qui se rendent compte aussi que finalement, on lutte contre de vieilles habitudes et malheureusement, parfois, l'état de crise ou l'état d'urgence implique un peu un repli sur ce qu'on connaît déjà, ce qu'on maîtrise, celui ou celle qui va prendre la responsabilité. Donc, tout le monde fait un peu ceinture bretelle. Au lieu finalement de s'investir dans de nouvelles formes de réponse à la crise ou de conception d'action publique qui serait probablement plus appropriée malgré le fait que ce soit un contexte d'urgence. Oui, je peux dire 2 mots pour peut-être ça permettra de rebondir aussi pour d'autres partages. C'est quelque chose de défensif. Enfin, la situation, ça va nous force à être beaucoup plus écosystémiciens que nous l'avons jamais été, parce qu'on est là au jour le jour, on s'adapte à ce qui est possible, comment on communique. Si moi mes consultations je les fais au téléphone ou visio, c'est à l'instant, je le sais, l'appel passe pas. On est dans un état dans lequel on est rarement, parce qu'on se mettait dans des états de stress ou d'urgence, mais un peu avec nos fonctionnements à nous. Les projets, on démultiplie, on se crée nous-mêmes beaucoup d'activités. Et là, on est beaucoup plus en lien, enfin tout ce que j'ai souligné, quoi, en lien avec ce qui se passe, avec le lieu où on est ou pas, ou le temps qui se passe, ou l'autre, les personnes, et on doit réagir à ça. Et donc, notre protection, et là, je viendrai un peu à mon domaine psychodynamique, justement, qui est sous-bassement de l'écosystémie, notre système défensif, ce sont des systèmes de pouvoir, pas exactement les mêmes que ceux des animaux, mais c'est ce que nous avons construit socialement, de la responsabilité, de ce qui est chef, ce qui prend la décision. Et donc, ça nous ramène, c'est ça tout le paradoxe de l'époque qu'on vit, c'est que alors qu'on a besoin plus que jamais de lâcher, de saisir de nouvelles opportunités, de se libérer en disant, mais attends, il y a plein de projets, on n'en a même rien à faire. Et on passe à d'autres, et ah oui, ça donne l'occasion d'autres choses, et des choses peut-être qui étaient déjà là, mais qu'on ne pouvait pas faire avant. Au lieu d'être dans cette créativité, parce qu'il y a vraiment le domaine de l'écosystème, et vous avez vu les systèmes, c'est le système d'affaires, le système d'innovation, au lieu de réagir comme ça, on a ce réflexe, qui est notre réflexe atavique, hein, enfin animal, enfin paradoxal, c'est animal civilisationnel, c'est qu'on devient l'hyper... enfin, le chef, quoi. Le chef dans son tête, direction, contrôle, par moment, pas forcément à longueur de journée, mais par moment, ça pointe. Et c'est ça qui nous met en difficulté personnelle et collective. C'est ça. Alors que, en effet, des personnes qui jusque-là ont été moins sollicitées ou qui avaient leur domaine, ce qu'on dit, oui, les petits personnels, eux, ils n'ont pas forcément ce fonctionnement. Donc, spontanément, vont proposer, tiens, dans le cadre actuel, vu ce qui se passe, je veux dire ça ou je veux faire ça autrement. Et ils ont une souplesse beaucoup plus importante que des personnes qui se sont insérées dans une organisation, dans des systèmes de hiérarchie ou d'organisation, et qui devenant beaucoup plus immobilisées par la situation.
C'est vrai. Et c'est ça, c'est en ça que je trouve intéressant d'aborder, de se questionner sur leadership émergent. C'est cette idée que non, c'est le leadership à un moment donné ne prend pas la forme traditionnelle. Justement, je rebondis sur ce que disait Philippe dans la conversation, Jupiter, trop Jupiter, peut-être en parlant du coup du leader, même si le clin d'œil est peut-être à autre chose. La question, c'est dans ce modèle, quelle est la place du leader tel qu'on le connaît, et surtout peut-être à quoi ressemblerait un nouveau leader, alors un nouveau ou deux nouveaux au pluriel leaders. D'accord. La question elle vient très vite. Ah, forcément, on s'interroge. Mais parce qu'on se dit, mais dans ces conditions, alors, il y a des experts, il y a des leaders, il y a ces personnes qui coordonnent et qui créent les conditions et qui temporisent et qui permettent d'avancer. Oui, mais alors, ces leaders-là, c'est leur identité et c'est leur fonction. Donc, que deviennent-ils ou comment doivent-ils être? C'est un peu ça la question. C'est ça. Donc, il y a quelque chose, enfin, ça, je trouve la difficulté de ma présentation. En tout cas, moi, quand je l'aborde, je me dis, il va y avoir des personnes qui sont leaderées et il y a des leaders. Et donc, ils ne vont pas avoir forcément la même position. Ensuite, il y a tout ce qui est, bien sûr, accompagnement, hein, et qui se situe plutôt au niveau du leader, mais qui va intégrer aussi les équipes, qui va essayer de faire le lien. Donc, ce que je suis en train de dire impacte déjà en fonction de la place que chacun prend et du rôle habituel, nous impacte de façon très différente. Donc, c'est vrai que dans un déjà premier abord, j'imagine que vous voyez, ce que je fais, c'est un appel à la souplesse et un appel au lien, un appel à la souplesse d'esprit et à un effort, quelle que soit la place qu'on occupe, de se mettre en contact avec l'autre, de vivre ce qui se vit avec les autres, en oubliant dans un premier temps, en effet, le rôle, l'expertise. Voilà, je dis, on a associé des personnels dans notre activité qu'on n'associait pas jusque-là, forcément. Et aujourd'hui, on les consulte. Une des références que je mets dans la présentation, par exemple, parce que ça va en direct avec cette question du côté du leader, j'ai donné, mais bon, certains d'entre vous doivent le connaître, l'indication d'Otto Scharmer qui a travaillé sur l'écosystème, hein, qui a écrit Emerging Innovation, c'est de l'écosystème à l'écosystème. Et il s'adresse aux leaders. Et il donne des conseils aux leaders de comment faire pour s'insérer dans quelque chose de beaucoup plus naturel, faire travailler les équipes plus dans l'émergence, solliciter des contributions marginales, dépasser le cadre officiel. Ça c'est le discours qu'il adresse aux leaders. Et donc, vous aurez, enfin, j'ai mis les quelques thèmes clés. Vous pouvez ensuite consulter pour avoir plus de détails. Moi, ce qui m'ennuyait, c'est pour ça que ce n'est pas le point central de mon intervention aujourd'hui, c'est de dire qu'il s'adresse encore aux leaders. Et en quelque sorte, il redonne la maîtrise au leader. Alors qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de baisser complètement le contrôle. Si le leader, il sait déjà mieux que les autres comment il faut faire dans la situation actuelle, on va rater les opportunités qui apparaissent. Il ne s'agit pas de se faire un stage rapide pour se renforcer un leadership écosystémique. Ça serait dommage. Donc, moi, ma proposition, c'est ce que je présentais au départ. Nous avons travaillé en groupe. Et même si c'est un groupe que j'ai constitué, j'ai eu un leadership très lâche. J'ai juste installé des conditions. C'est-à-dire, j'ai organisé des réunions, des temps de rencontre, des temps de partage, des sujets qui émergeaient que le collectif décidait d'approfondir. Pour moi, le leader, et vous le verrez dans ma présentation, mais vous aurez vraiment tout le déroulé pour voir comment on atterrit là-dessus. Le leader, c'est une sorte de hôte, si on reprend le parallèle de la nature. Ça serait, quand on a un biotope, il y a forcément un chêne pour qu'un lierre puisse pousser, et dans ce lierre, il y a des tonnes de micro-organismes. C'est impressionnant. C'est impressionnant si on regarde au niveau du vivant, tout ce que ça peut représenter, tout simplement un chêne. Un chêne, et qu'on sait plusieurs. Donc, c'est cet ordre-là, c'est cette capacité de devenir hôte, de accueillir, mais aussi de développer la vie autour de soi. Et ça, on peut commencer déjà dans ce que ça peut être un fonctionnement écosystémique, hein, que je déroule aussi dans la présentation. C'est un fonctionnement vivant.
Il s'agit par moment de laisser de côté l'opérationnel et les outils, les supports, les cadres habituels pour être dans quelque chose de plus vivant, de simple, spontané en quelque sorte, plus en lien et plus simple, se débarrasser de certaines choses que nous avons développées pour nous aider, mais qui se poser la question à chaque instant, est-ce que ça nous est vraiment nécessaire? Marine, Les gens se sentent plutôt contenus par le leader, presque sans filet, hein. C'est ça. Marine, dans le chat, fait le parallèle avec le rôle de facilitateur. Elle demande, est-ce que c'est une sorte de leader facilitateur vers lequel il faudrait peut-être aller ou qui ressemblerait à ce que tu présentes? C'est ce qu'il y a le plus proche, sachant que moi, ce qui m'ennuie un peu dans le facilitateur, enfin, je fais de la supervision de personnes qui interviennent, facilitateurs et d'autres sous d'autres identités, c'est que le facilitateur va vouloir à tout prix faciliter. Le coach, il va vouloir à tout prix coacher. Le soignant va vouloir à tout prix soigner. Donc là, on revient encore dans les limites du rôle. Alors que par moment, il s'agit pour le leader, à un moment donné, de ne pas faciliter. De laisser quelque chose se dérouler naturellement pour aller jusqu'au bout d'une certaine logique. Ou même sur des choses qui sont un peu faciles ou de routine, difficulté. Le difficulteur n'existe pas encore. On va dire ça d'un chef un peu tyrannique, mais difficulteur à bon escient, en quelque sorte. Donc c'est pour ça, pour moi, ça ne correspond pas tout à fait à des catégories existantes, même si on invente des métiers tous les jours, surtout au niveau de l'accompagnement. Ça serait trop facile de se ranger déjà dans « ah oui, ça y est ». Alors ça, nous on parle posture, casquette, je prends ma casquette de conseil, parce que ça nous rassure, c'est identitaire. Il y a quelque chose, l'identité c'est une image. Dans la nature, il n'y a pas d'image, hein. Les champignons ne sont pas là en train de se regarder dans la glace. Hein. Donc il y a quelque chose qu'on doit lâcher en tant qu'humain pour s'accrocher un peu moins, non seulement à ce que j'ai dit du pouvoir, mais aussi à nos images, à nos identités, à cette lutte des places, de dire attends, mais moi c'est mon rôle, moi je facilite, toi tu dois plutôt minuter. C'est vraiment ça l'émergence, c'est que dans des espaces-temps donnés, on lâche ces catégories, sachant qu'on a l'intelligence et qu'on sait collectivement dans quoi on est et vers quoi on va. Enfin, il y a toujours cette idée, bien sûr, qu'on se met ensemble pour quelque chose. L'activité humaine, quand même, c'est pour travailler, pour développer, pour s'épanouir. On a ça en fond. Et donc, il y a cette confiance qu'on va y aller ensemble. D'accord. Mais bien évidemment que ça reste, hein, parce que sinon, on perdrait complètement les repères. Hein. Mais vous le voyez, je le dis, dans un esprit de souplesse. Être souvent, par instant, dans la souplesse. Est-ce que ça évoque, enfin, j'ose espérer que ça évoque Est-ce que ce sont des situations à nos participants? Oui. Philippe, je vous vois hocher la tête. Vous voulez peut-être partager quelque chose? Donc oui, j'achète l'appel à la souplesse que fait Eva. C'est très intéressant parce que ça interroge à titre personnel aussi au quotidien. Donc l'idée, c'est qu'on voit bien qu'il y a un débat aujourd'hui là sur le leader politique classique. Tu parlais, Eva, de parole magique. Et tout le monde se retourne toujours vers la parole magique parce que c'est la plus facile et c'est celle qui ne renvoie pas à notre propre responsabilité. Et le leader magique s'affirme, il réaffirme, il fait plein de conférences de presse comme l'évoquait Eva. Et aujourd'hui… Il est très doué, si on parle d'Emmanuel Macron, il est très doué pour ça. En plus, on a vraiment un leader magique. Et par ailleurs, ça nous renvoie à notre territoire, notre propre responsabilité. On voit bien qu'on a des différences aussi sociétales, enfin, françaises, par rapport à des pays nordiques ou par rapport à des pays comme en Espagne, comme on l'indique, où on attend effectivement la parole qui vient d'au-dessus et on ne s'auto-responsabilise pas en fait. Alors ce qui m'interrogeait beaucoup, c'est le fait qu'on parlait plus de territoire ou d'entité au niveau d'Eva, enfin ça faisait cet écho-là chez moi, et à l'auto-responsabilité.
Et on avait comme une logique peut-être que je voyais d'effacement un petit peu du leadership caractérisé, mais plutôt une responsabilité. Enfin, c'est ce que ça a envoyé comme image de mon côté. Oui, ça me fait penser au crime caractérisé. On a toujours été dans des scènes de crime avec la police scientifique. Oui, il y a tout ça qui… Aujourd'hui, les choses ne sont pas caractérisées. Ce qui se passe n'est pas très catégorisable. Et on était déjà dans un changement de paradigme bien avant la crise sanitaire. C'est vrai que ça fait une accélération. Et de quitter, que ce soit la caractéristique, la réalité, la caractéristique de chacun, des métiers de chacun ou de ce que c'est qu'un leader, ça nous fait perdre. Enfin, c'est vraiment la caractéristique, c'est quoi? Enfin, aujourd'hui, il s'agirait, si le temps nous est contraint, mais pour continuer cette réflexion, ça serait quoi les caractéristiques? Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui un leader? Non seulement, enfin, la question un peu globale qu'on a dit, est-ce que c'est un facilitateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'efface? Qu'est-ce qui caractérise? Quels sont les attributs? C'est quelque chose qu'on peut commencer à noter, peut-être au quotidien déjà, parce qu'on ne le sait pas. Hein. Moi, je n'ai pas la réponse à la question que je pose aujourd'hui, les formes émergentes du leadership. Je pense qu'il s'agit de quelque chose à caractériser à nouveau. Bien évidemment, ce qui nous caractérise en tant qu'humains, c'est que nous avons une pensée et nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de sens et nous avons des affects et des émotions. Et donc, c'est ça qui nous pousse à caractériser. Si on n'est que dans quelque chose juste de maîtrise, c'est insupportable. Mais cette caractérisation, elle évolue. Et aujourd'hui, c'est ça que ça questionne. Qu'est-ce qui caractériserait aujourd'hui un leader pas magique, un leader humain, incarné, simple, sincère? Là, il y en a déjà des éléments, mais au-delà de ça, comment il se comporte, comment il se manifeste? Et c'est ça qui fait, enfin, je sais pas, moi j'ai des… je pense, par exemple, je vais donner moi une situation qui me revient pour être aussi sur du concret, une situation d'entreprise. Ça me fait penser aussi aux événements récents, les attentats, le héros discret. Hein, ce terme, peut-être que ça se situait à cet endroit-là, du leader, du héros discret. Hein. L'exemple, en y repensant, je me dis, c'est à peu près ça. C'est une intervention dans une entreprise industrielle que je peux vous partager, qui peut d'ailleurs, parce que le temps passe, mais ça nous peut permettre peut-être d'avoir dans une conclusion très, très concrète. Et c'est donc un directeur d'usine qui souhaite être aidé par une équipe intervenante, un peu mélangée. On était coach, consultant, psychanalyste, vous voyez, un petit peu dans l'humain, la technique, mixte, parce qu'il doit travailler avec une équipe qu'il a constituée récemment. Et il a un objectif qui lui tombe dessus, qui est très banal, réduction des réclamations clients. Il y a sur un système, il y a systématiquement des retours. Et donc, il faut réduire. Et il souhaite réunir cette équipe, mais il souhaite être encadré. Et donc, lui, il arrive, a priori, c'est une entreprise allemande, je précise, qui est réelle, hein, située en France, en Alsace. Lui, son idée, c'est, je vais donner l'objectif, et on va bâtir ensemble, on va définir ensemble l'objectif, mieux l'adresser, et bâtir ensemble un plan d'action. Et ça va permettre à l'équipe, qui sont des personnes qui travaillent peu ou pour l'instant de façon assez routinière, ça fait quelques mois qu'ils sont dans l'entreprise, c'est 3 personnes, 3 hommes, ils ont commencé à travailler ensemble, mais bon, ils se sont insérés dans le cadre et ils font ce qu'on leur dit, quoi. Ils sont rentrés dans le rituel, justement, pour l'instant, ce n'est pas très vivant. Et ça va les faire parler, ils vont devoir collaborer et ça va faire équipe. Mais, je donne son prénom, il s'appelle Michel. Michel, c'est vraiment un héros discret. C'est quelqu'un à qui on a donné des responsabilités parce qu'il est solide, parce qu'il a l'expertise, parce qu'il a l'ancienneté, il a l'entière confiance du siège allemand. Bon, mais, voilà, on le rencontre et il est quelqu'un d'extrêmement simple, d'extrêmement à l'écoute, d'extrêmement ouvert. Et en même temps, solide dans le sens aussi, il s'impose, quoi, une autorité naturelle, tout ça.
Voilà. Et donc, quand il invite donc, ces 3 personnes à la réunion, plus un stagiaire qui en ce moment travaille avec lui, un jeune de 25 ans, qui est en train de travailler plus avec l'informatique pour justement, il s'agit de quel système, il s'agit de quel retour, comment il a impacté le système. Pour avoir du très concret, il va mettre le jeune. Donc, ça commence aujourd'hui, ça commence au départ, l'intervention dans un débat d'experts. Avec les plaintes de managers, mais moi, mon équipe, j'ai beaucoup d'absentéisme, ci et ça, pour expliquer pourquoi on en est là. Et c'est seulement en tant que consultant ou intervenant extérieur, au lieu de rentrer dans le sujet, on les invite à libérer la parole. C'est là qu'ils vont faire vraiment connaissance et parler en dehors de la compréhension du problème, en dehors des solutions, en dehors des moyens, en dehors des rôles de chacun. Moi, sur la qualité, moi, sur le process, moi, chacun prenait sa partie. Et donc, en parlant simplement, c'est, attends, mais ce système, on l'a hérité des Danois. C'est un rachat d'une entreprise danoise qui nous l'a donné. Et on n'a pas la maîtrise totale technologique. Donc, on ne peut pas agir ni sur la technologie, ni sur des délais, ni on ne peut pas agir dans l'habituel. Et donc, ce qui sort de cet échange, c'est qu'il ne s'agit pas de réduire les réclamations clients, il s'agit tout simplement de satisfaire le client. Donc, il a reçu un système, il est défectueux, il y a quelque chose qui se passe mal, on lui remplace. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dépasser le cercle de ces personnes-là qui travaillent ensemble pour savoir à qui il faut travailler dans l'entreprise, avec le commercial, avec le logisticien, avec la livraison aussi, qui peut intégrer le fait qu'on va le tester de suite et le reprendre si ça ne s'intègre pas bien dans le système, parce que c'est un sous-système d'un système plus global. Donc, en se parlant tout simplement, ils ont quitté le sous-système équipe autour de ce produit en entreprise, industrie et problème de qualité, retour. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'ouvrir et de se dire les choses et de se dire, voilà, ce n'est pas une question d'absentéisme, c'est pas… Non, c'est que, attends, le problème qu'on est en train d'adresser, on doit l'adresser collectivement. Et donc, ça a changé parce qu'on a fait le point quelques temps plus tard, ça a changé la culture d'entreprise, de parler de ça et d'intégrer d'autres fonctions. Vous voyez, et donc c'est à ça que je veux revenir. Parce que là, je vous dis le déroulé, donc du coup, je perds moi-même mon fil, mais je me dis, voilà, ce qui était intéressant, c'était la personnalité de Michel, qui permet d'ouvrir, de laisser les experts débattre comme ils ont l'habitude, qui permet aux consultants de faire un feedback, de donner du recul à ce qui se passe, et qui permet à son équipe de perdre du temps à parler de choses que ça concerne d'autres personnes. Et on n'a pas la main, et si c'est l'autre, ah non, mais celui-là, mais je le sais, on ne pourra pas. Mais non, si, on peut peut-être des choses, parce que les nouveaux, ils disent, mais pourquoi on ne peut pas? Moi, je veux lui parler. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment ce leader, ce héros discret qui s'efface. Il a commencé par s'effacer lui-même pour laisser la place aux autres, et les autres se sont effacés pour laisser la place aux autres, pour ne pas être les champions de leur domaine pour résoudre ce problème. Voilà, enfin, comme je me replonge dans la situation, je m'excuse, c'était un peu lourd, mais ça vous donne un petit film. L'image, Eva, qui m'apparaissait là, enfin qui émergeait peut-être au sens Gestalt, c'était la question d'une sorte de leadership partagé. C'est-à-dire qu'il s'efface et du coup, il donne la place à d'autres leaders, mais chacun peut être leader en fait à son niveau, quoi, je veux dire, avec sa connaissance. Oui, comme disait Philippe, comme une forme de responsabilité. Chacun prend ses responsabilités et ses risques aussi. Puisqu'ils vont tenter des solutions, ils vont tenter d'approcher d'autres personnes ou autrement. Donc, c'est ça aussi, c'est ensuite une prise de responsabilité, une prise de risque. Et comme on a eu le retour de comment ça a évolué, ça s'est très bien passé. Tout s'est organisé autrement. Et le client est satisfait. Et au niveau du siège allemand, ils n'ont pas un paramètre qui saute en rouge. Tous leaders, alors, quelque part. Ah, oui. J'avais mis un petit hashtag hier, j'avais dit leaderships, c'est tout nous. Et au final, peut-être qu'on était très frustrés d'être des empereurs romains. On était restés à l'âge de bronze, pas forcément de pierre, mais de bronze.
Oui, Philippe, dans la conversation, faisait référence au micro-territoire autogéré, avec cette idée effectivement de partage un peu, de responsabilité et d'une sorte, j'imagine, Philippe, de leadership partagé aussi, ou c'était un autre niveau? Oui, oui, ça rejoint cette vision. Enfin, j'aime beaucoup la notion de héros discret. Et puis, ce côté, si on regarde un système naturel, nous, on faisait une certaine analogie aussi avec la mare. La mare, c'est l'écosystème parfait, vivant, qui se ressource naturellement et dans lequel chacun prend sa place, en fait. Et c'est le peu de choses qui me reste de mon expérience en sciences naturelles, je pense, de sixième. Mais l'idée est bien celle-là, c'est qu'on est dans quelque chose qui s'équilibre, qui se gère et qui est loin d'être rigidifié tel un organigramme, en l'occurrence. Mais je crois que le rôle de Michel, qui est un héros discret, est un magicien. Lui, pour le coup, c'est vraiment C'est le sage. le sage, le sorcier. Ah, ouais. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc, il laisse faire, il fait confiance. Il y a cet aspect confiance. Alors, c'est un élément qui revient beaucoup là, avec tout le management à distance là, dont on parle en ce moment, comme si la confiance ne devait pas exister auparavant. Donc, c'est des éléments qui sont très présents. Je trouve ça très intéressant, le rôle de Michel. Qui là, il libère les énergies bien accompagnées, mais il libère les énergies, quoi. Il est là, c'est assez étonnant. Il fait confiance aux hommes déjà et au système. Donc, voilà, moi je suis tout à fait étonné de ce côté magique. Alors il y a quelque chose d'authentique en fait, quelque part. L'authentique, on revient aussi au milieu rural. Quelque chose qui fonctionne comme ça. Enfin, c'est des notions qui me reviennent souvent en ce moment. Leïla, je vois que tu as ouvert ton micro. Est-ce que tu veux prendre la parole? Non, pas spécialement, mais c'est vrai qu'on a un vrai sujet. On travaille actuellement avec les managers et on est en train de rédiger un guide sur le management. On a un vrai problème sur la notion de confiance. C'est un problème récurrent. Les managers, on a essayé de les faire parler, ils ont du mal à faire confiance. En fait, les agents sont prêts à faire de l'intelligence collective, à moduler un peu leur rôle et à changer de posture. Le blocage, il vient des managers, des leaders aussi, enfin, qui ne sont peut-être pas des leaders du coup. Mais le leader, il y a une notion de collectif en fait. On embarque tout le monde, on porte une attention aux agents. On les considère et aujourd'hui, les managers nous disent j'ai pas le temps, je décide tout seul, j'ai raison, je fais partie des sachants. Donc on a un problème de confiance, laisser faire les agents, laisser les agents décider quasiment tout seuls ou de façon collective ou différente. Il y a un gros point de blocage aujourd'hui. Voilà. Et il s'agit de quelle activité, si ce n'est pas indiscret, les agents de... C'est en administration centrale, des bureaux classiques administratifs avec des tâches particulières, mais on est tous cantonnés à un rôle. On nous colle une étiquette, c'est très compliqué de sortir de ce rôle, c'est-à-dire qu'un juriste, on va lui demander de faire du droit, d'être expert sur une matière juridique, je prends un exemple au hasard, mais s'il a peut-être des appétences, s'il a peut-être du plaisir à faire autre chose ou à s'insérer dans d'autres projets, on ne lui laisse pas cette liberté. Cette souplesse, elle existe dans les équipes. On a des envies qui s'expriment, mais le blocage, il vient souvent du chef de bureau, du manager, qui du coup est fragilisé parce qu'il sort de sa zone de confort. Moi, je pense que les agents sont très souples d'esprit, enfin, ils ont envie de changer, ils ont envie de participer à d'autres projets, ils veulent faire du collectif, il y a un besoin de relationnel. Et en fait, le blocage, il vient du manager intermédiaire souvent, qui a du mal avec ce changement d'organisation, en fait, parce que ça remet en cause son rôle, le rôle des agents qui s'expriment. Tout le monde n'a pas le droit à la parole, en fait, dans la réalité. On réserve certaines réunions au CODIR à certains sachants. Il faut avoir un certain grade et un certain niveau d'études. Et pourtant, aujourd'hui, dans une société où tout le monde s'exprime sur les réseaux, etc., et on est beaucoup dans l'expression, en fait, la société s'exprime de plus en plus, mais dans l'administration, on n'a pas ces rôles-là.
y a un problème de confiance, de laisser plus de liberté aux agents aussi et les laisser s'exprimer. Il y a une espèce de, comment dire, enfin, on les a écoutés, les managers, parce que nous, on est là pour les écouter. Il y a une appréhension très forte. Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est toujours vu de façon négative, en fait. Et laisser les gens s'exprimer, bon, je ne sais pas si les autres participants, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais nous, au quotidien, on est face à des blocages, quoi. Voilà. Marine demande s'il faut s'autoriser à sortir du cadre, justement. Ouais, enfin... Et moi, j'avais aussi une autre question, si je peux me permettre de compléter, Marine. C'est, est-ce que tu crois, Leïla, que dans ton guide, on pourrait rajouter des notions d'écosystème? Est-ce que ça ferait bouger le cadre, justement? Alors, le guide, c'est déjà laisser les agents s'exprimer. Il y a une fiche sur le droit à l'erreur. Bon, ça a déjà été publié, ce qui d'ailleurs a fait, c'était une certaine polémique parce que droit à l'erreur, c'est juste pas possible en fait pour les managers. Et expérimenter, c'est aussi expérimenter le droit à l'erreur et tirer des leçons des échecs. Mais bon, a priori, c'est pas vu comme ça. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une grande différence. Les agents sont prêts et pas les managers. Et c'est un changement culturel qui est compliqué et les faire basculer, les sensibiliser, on fait des tas de démarches dans ce sens, mais il n'y a pas de déclic en fait. Alors peut-être que ça les fragilise, ça les remet trop en cause parce qu'ils ont le pouvoir aussi, enfin, ils représentent la personne référente, donc distribuer ce pouvoir, le partager, parce que l'intelligence collective, c'est un principe aussi d'égalité, c'est compliqué, c'est très compliqué dans les organisations actuelles. Il y a une envie, mais perdre son pouvoir, c'est compliqué pour certains. Donc, les fiches, on a voulu faire une fiche sur le leadership, donc où il y avait la notion de confiance, d'adaptabilité, s'adapter au contexte, en fait. Manager, c'est s'adapter au contexte en permanence, c'est s'adapter aux personnes, aux agents. Mais ils n'ont pas envie que ce soit écrit. Donc, moi, je suis... c'est compliqué. Voilà. Et sortir de sa zone de confort ou prendre des risques en tant qu'agent, c'est aussi c'est très risqué dans certaines équipes, je pense. C'est compliqué. Donc, on est dans un espèce de compromis permanent où on ne peut pas non plus tout attendre du leader et du manager. Enfin, c'est responsabilité et responsabiliser les agents, c'est une vraie envie aujourd'hui, parce qu'on les infantilise beaucoup quand même. Il y a quand même des agents qui font des projets de mail qui renvoient à des chiffres, enfin, des choses complètement aberrantes aujourd'hui. Mais c'est un problème de confiance aussi, beaucoup. Voilà, j'arrête. Eva, comment tu abordes ça, justement? Enfin, je voyais que tu voulais réagir, et comment toi, tu abordes ça en accompagnement? Oui, en partie, pour ne pas réouvrir des chantiers, je bouclais déjà avec des choses que j'ai dit au départ, parce qu'en effet, c'est la culture, comme je disais, il s'agit, tout ce qui arrive actuellement, ça nous questionne sur la culture qu'on a mis en place qui nous permettait de fonctionner. Mais en effet, dès qu'elle se rigidifie, elle ne fait pas son office. Par contre, enfin, pour parler de façon plus concrète, enfin, je préfère me projeter. J'accompagne, je supervise des personnes de la fonction publique et je suis confrontée souvent à ce type d'expérience, d'échange, où en effet, il y a des procédures, en effet, il y a beaucoup de process qui font la qualité de ce que c'est que le service public, hein, qui participent complètement. Hein. Cette culture, c'est quand même quelque chose qui a été bâti. Moi, bon, je suis espagnole, franchement, on peut se plaindre peut-être de l'administration française ou de tout ce qui est pris en charge étatique, mais c'est quand même d'une performance supérieure. Donc là, on est à un autre niveau, justement. On n'est pas à un niveau naturel écosystémique, ça appelle à la culture, il y a des fonctions développées. Et en France, enfin, moi je le relie bien sûr à l'histoire française, à la culture, enfin ce qui m'intéresse c'est moi, c'est tout ça, ça se développe. Et aujourd'hui, c'est vrai que de dire aux personnes d'aller dans quelque chose de plus spontané, de plus vivant, chacun sa place, parce que c'est même pas une idée de que ça soit agent ou manager, c'est que l'image est un peu catastrophique, je dis c'est le Titanic, mais c'est un peu ça. C'est que, bon, au bout d'un moment, le Titanic, les classes se sont mélangées, c'était plus une question, on était tous dans le même. Et aujourd'hui, c'est ça. Et ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, Leïla, c'est que les managers se plaignent. Vous êtes là en support. Donc, ils ne font c'est une sorte de tsunami, ce sont des vagues successives. Les agents
disent on ne peut pas fonctionner comme ça, on ne peut pas suivre telle consigne. Ils se plaignent aux managers, les managers se plaignent à vous qui êtes support. Vous voyez, donc c'est dans ce cas-là, moi la réponse que je dirais pour faire simple d'un premier abord, c'est que vous devenez leader. C'est comment vous adoptez quelque chose de l'ordre de la contenance, des conditions, pour que les managers soient rassurés, soient pris en compte, qu'il y ait des choses de culture qui se maintiennent, qui sont importantes chez vous, qu'on définisse quelle est la culture à laquelle on tient et qu'on va poursuivre, et qu'on définisse ces zones de manœuvre, de souplesse qui restent possibles. Oui, parce que c'est ça met en concret vraiment cette histoire de leadership partagé. C'est pas on est dans un grand banquet, on s'éclate. C'est que chacun, chaque fois que ça retombe chez nous, on a notre petite part de leadership à assumer. Bien sûr. Et je pense qu'on est en période de transition, en fait. Exactement. On a du mal à définir les nouvelles règles. On sent bien que l'ancien système n'est pas satisfaisant, mais on est encore en période de transition et de réflexion de définition de ces nouvelles règles. C'est ça qui est intéressant de cette période, c'est le questionnement que ça nous pose. Et l'apport de l'écosystémie, c'est déjà de prendre ce cadre plus large et plus spontané, enfin des choses qu'on a réduites et qu'on peut peut-être revenir un peu pour, en effet, réaffirmer la culture, réaffirmer certains choix. En tout cas, c'est un beau chantier et un chantier utile, je pense. On a vu au cours de cet échange qu'on va devoir conclure pour garder effectivement le format et le cadre dont tu parlais aussi au départ. Mais du coup, voilà, il y a des chantiers, ça a soulevé aussi des pistes, j'ai envie de dire, de réflexion, d'amélioration. Peut-être que ça va, comment ça s'appelle, aider certains à devenir prendre leur leadership, mais leur part de leadership au sens, comment ça s'appelle, d'un leader discret, comme tu le dis. Voilà, en tout cas, je voulais vraiment te remercier 1000 fois pour cette intervention qui est vraiment passionnante, enfin, voilà, qui ouvre beaucoup de perspectives. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé et tous ceux qui regarderont de toute façon cet aparté parce qu'ils n'ont pas pu se connecter. Voilà, d'être présents, d'avoir participé, échangé et apporté de la matière à cet échange. Et puis, voilà, je vous remercie et puis je vous lance sur le prochain aparté qui aura lieu la semaine prochaine. Par contre, je n'ai pas noté quel était le thème, Marie, si tu l'as. Alors, le thème la semaine prochaine, ce seront les nouveaux espaces de travail. À quoi ressemblera le bureau de demain? Et finalement, ça fait sans doute aussi le lien avec l'aparté qu'on a eu aujourd'hui sur le leader ou le leadership, qui parfois se traduit dans le mobilier, en tout cas dans l'administration. Généralement, on repère bien les bureaux de chef. Donc là, la question, ça va être à quoi sert vraiment un bureau avec ces nouveaux modes de travail et quelles sont les réflexions en cours dans le privé comme dans le public sur ces nouveaux espaces de travail. Super. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite un bon après-midi et puis un bon week-end à venir. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.